Marianne Girard. Ce soir, le chapeau que je porte, c'est celle d'être la présidente du groupe d'action d'équitaires dans la Naudière, qui est une grande région. Et on était, évidemment, on est dans l'action, sur le terrain, à faire les porte-paroles, les ambassadeurs, en fait, les différentes causes que portent et que sensibilisent Équiterre à travers plein d'actions, autant les paniers bio en été que le cocktail transport ou l'efficacité énergétique. Puis cette soirée, en fait, débutée par un premier brainstorm de citoyens pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le renversement de cette ligne, de ce pipeline-là, la ligne 9B. Puis on a dit, mais il faut informer les gens pour qu'il y ait de plus en plus de lobbying positif pour qu'on prenne des bonnes décisions collectives sur le futur énergétique. Puis il y a des chaises là, ici, j'ai une chaise que je peux apporter là-bas par la suite, il y a une autre chaise de ici, je viendrai vous porter les chaises aux gens qui sont debout, là. Puis il y a une autre place à l'avant aussi, il y a de la place en avant là, puis en avant là. OK, puis il y en a ici, parfait. Donc, ce soir, on a l'honneur, en fait, à Mascouche, d'avoir la visite d'un grand pionnier, en fait, de la sensibilisation citoyenne au Québec, M. Stephen Guilbeault, qui va vous adresser la parole pendant environ 45 minutes à 1 heure. Puis ensuite, on va garder nos questions pour la fin, à moins qu'il y ait vraiment un éclaircissement à demander. Sinon, on va garder nos questions à la fin pour une période de 15 à 30 minutes, dépendamment justement des gens dans la salle et des éclaircissements que vous avez besoin. Puis on restera évidemment disponible à la fin pour prendre vos courriels pour ceux qui en veulent encore plus d'informations puis qui veulent faire partie de nos listes de diffusion. Donc, je vous remercie intensément. Nous avons Salle-Comble et nous avons des gens de Piémont, Saint-Placide, Laval, Bravo. Mirabel, Saint-Eustache, Sainte-Anne-des-Plaines, Mascouche, Terrebonne, Saint-Jean. Donc, on va aller chez d'autres chaises. Allô, Anna! Donc, je vais laisser les gens s'asseoir, puis Steven va prendre la parole en vous remerciant d'être présent et en vous demandant si parfois il y en a qui veulent avoir plus d'infos, de rester à la fin pour prendre les coordonnées. Bien, bonne soirée, merci. Marianne disait que vous avez l'honneur de nous recevoir. En fait, c'est vous qui nous faites l'honneur de nous recevoir à Équiterre, de recevoir Équiterre ici ce soir. Alors, merci beaucoup d'être ici en aussi grand nombre. En fait, c'est assez extraordinaire parce que c'est la première d'une série de soirées qu'on va organiser comme ça, un peu partout sur la rive nord, la rive sud à Montréal, également autour de cette question-là. Et on sait qu'Enbridge a déjà la compagnie qui possède le pipeline jusqu'à Montréal, qui veut faire le renversement. On a appris qu'ils avaient fait des séances de consultation publique, mais il y a plus de gens ce soir dans la salle ici que dans toutes les consultations qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Bravo, merci. Je disais qu'il y a toute l'équipe d'Équiterre qui est ici. Alors, je suis accompagné entre autres de Geneviève qui va faire une partie de la présentation, qui travaille avec moi sur cette question-là. Il y a Loïc qui est aux communications, qui prend des photos et qui va continuer de prendre des photos et de mettre ça sur Twitter toute la soirée. Anne-Marie, Marie-France. Il y a Lise aussi qui est quelque part là-bas. On va vous en reparler tout à l'heure. Qui est à la collecte de fonds chez Équiterre. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés autour de ce projet-là. Équiterre, c'est un projet qui est important pour nous et on est très content que vous soyez venus en aussi grand nombre. Alors, sans plus tarder, Équiterre, pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une organisation environnementale québécoise. On fête cette année nos 20 ans. On est devenu, au fil des années, l'une des plus grandes organisations environnementales au Canada. On fait partie d'un réseau d'une douzaine des plus grandes ONG, donc des plus grandes organisations travaillant en environnement, avec Greenpeace, avec le Fonds mondial pour la nature, le Sierra Club et beaucoup d'autres. On a la particularité d'avoir vu le jour ici au Québec et de fêter nos 20 ans. Alors, ce dont on voudrait vous parler ce soir, on va évidemment parler de pipeline, on va parler de pétrole. Pour nous, c'est la question du pétrole, la question des pipelines, ce n'est pas un projet qu'on regarde de façon isolée, mais ça s'inscrit dans un cadre plus vaste, qui est celui de toute la question des changements climatiques. Alors, et on va vous les présenter, on a plusieurs inquiétudes par rapport à ce projet-là.
des inquiétudes au niveau local, au niveau des risques, par exemple, au niveau de la sécurité, mais on est très inquiet aussi par rapport à la question des changements climatiques et le rôle des sables bitumineux là-dedans. Et on voulait vous en parler un petit peu aussi. On va parler évidemment des enjeux pour le Québec et comment on peut ensemble passer à l'action. Alors, rapidement, je vais vous parler brièvement ce soir des changements climatiques. Alors, c'est quoi ça? C'est une animation qui a été préparée par le département de l'énergie aux États-Unis. Donc, vous avez ici en bas les années qui passent et les variations de température. Et là, je vais vous demander de porter attention. Là, vous allez voir qu'après les années 1945, 1950, vous allez voir que les couleurs, donc les augmentations de température, deviennent de plus en plus importantes. Pourquoi? C'est vraiment après la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'industrialisation prend tout son envol sur la planète. Et là, à partir de 2010, là, on rentre dans les projections. Alors, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. On utilise des modèles informatiques très puissants pour essayer de comprendre. Alors, on n'est pas certain qu'en 2050, il va faire 2 degrés, 2,6 degrés de plus sur la planète, mais les outils qu'on utilise sont de plus en plus performants. Et ce que les plus grands scientifiques de la planète nous disent, c'est que la température moyenne de la planète d'ici 2100, si on continue à faire ce qu'on fait depuis 50 ans, pourrait augmenter de 3 degrés Celsius. Vous allez me dire, 3 degrés Celsius, ça veut dire quoi? Il faut comprendre qu'on ne parle pas de météo ici. On ne parle pas de variations au jour le jour, à Mascouche, à Terrebonne, à Montréal. On parle de climat. Le climat, c'est quoi? C'est l'étude des tendances. Et pour vous donner une idée de ce que ça peut vouloir dire, 3 degrés Celsius ou 4 degrés Celsius de différence en termes de moyenne de température, bien, la dernière fois où il y avait entre 1 et 5 km de glace au-dessus de nos têtes, la température moyenne de la planète était juste 4 degrés Celsius de moins que ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, les plus grands scientifiques de la planète nous disent qu'on se dirige vers une planète où, en moyenne, il va faire 3 degrés Celsius de plus. Remarquez qu'il y a des scénarios où les scientifiques prévoient une augmentation beaucoup plus importante. Donc, on parle de 5 degrés Celsius. Alors, on n'est pas certain. Il y a des scénarios plus optimistes où on pense que ça va augmenter moins, mais la plupart s'entendent pour dire que ça va être autour de ça. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, 3 degrés Celsius d'augmentation de température pour la planète? Bien, prenons quelques exemples. On va regarder ce qui se passe au pôle Nord, donc en Arctique. Alors, on part en 1979. Ce sont des photos des photos satellites de la NASA. Et on regarde la couverture de glace, la superficie de la glace en Arctique. Et on voit rapidement que dès qu'on entre dans les années 90 et progressivement dans les années 2000, la couverture de glace se met à diminuer de façon très, très, très importante. Vous allez voir, quand on passe 2005, il y a des diminutions vraiment importantes. Et là, on est rendu, donc, aujourd'hui, en 2012, avec à peu près la moitié de la glace qu'il y avait en 1979. En 30 ans. Alors, ce n'est pas des changements climatiques, il y en a eu sur la planète toujours, des aires glaciaires, par exemple. Jamais dans l'histoire de la planète, ces phénomènes-là n'ont été liés à l'activité d'une espèce animale, c'est-à-dire l'humain. C'est toujours, ces variations-là ont toujours eu pour cause, soit des météorites dans le cas de la disparition des dinosaures, ou d'autres variations naturelles, mais ça, c'est nous. C'est pas les variations solaires, c'est pas les météorites, c'est nous, c'est largement nous. Les scientifiques disent que les humains sont responsables de 75% de ce problème-là. Alors, il y a un fond de variation naturelle pour à peu près 25%, mais le gros du problème, c'est pas la nature, c'est pas le soleil, c'est nous. Un autre exemple, et ce sera le dernier sur les impacts des changements climatiques, on pourrait en parler longtemps. Dans leur étude, il y a un groupe de scientifiques qui a été mis sur pied en 1988 par les Nations Unies pour tenter de comprendre ce qui se passait avec la planète. Et ces gens-là publient à tous les 5 ou 6 ans une méga étude où ils passent en revue à peu près tout ce qui s'est publié dans le monde sur la question des changements climatiques, en biologie, en physique, en océanographie. Et donc, ils ont publié une étude en 2001 et là, ils ont regardé différents trucs. Et on ne va pas passer à travers tout ça, mais si on prend par exemple ce qui est à votre gauche, risque pour les systèmes uniques et menacés. On pense à des écosystèmes fragiles, par exemple le corail. Le corail est très fragile aux variations de température dans l'océan. On peut penser à des écosystèmes plus près de nous aussi, comme ce qu'on retrouve en toundra, par exemple, ou un peu plus au nord du Québec. Et là, ce que ces scientifiques-là nous disent, c'est on sait que les températures ont déjà augmenté d'à peu près 0,7 degrés Celsius, qu'on se dirige vers un réchauffement d'à peu près 3 degrés Celsius de plus.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien là, vous savez, ces études-là font des milliers de pages. On parle vraiment là, de 2-3 000 pages d'études scientifiques. Alors, les scientifiques savent très bien que les politiciens, je ne veux pas porter ombrage à quelques politiciens qui seraient ici dans la salle ce soir, mais ils n'ont probablement pas le temps de lire ces études-là qui vont faire des milliers de pages. Alors, ils font ce qu'on appelle un sommaire pour les décideurs. C'est un résumé, une 50aine de pages, et ça, c'est tiré d'un de ces résumés-là. Et là, ils disent, bon, ben regardez, si la température augmente de 1 degré Celsius, ben là, il y a entre 10 et 25 si on prend l'exemple du corail encore, 10 et 25 du corail qui va être très affecté par le réchauffement, qui pourrait mourir finalement. Il va y avoir des pertes de population de 10 à 25 Plus la couleur est foncée, plus les impacts sont grands. Quand on arrive dans le rouge ici, c'est plus de 50 de taux de mortalité pour une espèce donnée, par exemple. Alors, et là, on pourrait parler des événements météorologiques extrêmes. On pense aux ouragans comme Sandy, par exemple, les tornades, les impacts socio-économiques, bon, et ainsi de suite. Ça, c'est l'étude qu'ils ont faite en 2001. Ils ont refait la même étude en 2009. Et regardez les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que ça va beaucoup plus mal que ce qu'on pensait il y a de ça à peine 10 ans. On comprend maintenant beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas au début des années 2000. On fait des liens qu'on faisait. On a découvert plein de choses. Et essentiellement, ce qu'on a compris au cours de la dernière décennie, c'est qu'on a beaucoup moins de temps pour s'attaquer à ce problème-là du réchauffement de la planète. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, au début des années 90, les scientifiques, des gens de bonne foi disaient, écoutez, c'est un problème important, mais on a 40-50 ans devant nous pour s'attaquer à ça. Maintenant, ces scientifiques-là disent, on n'a plus 40 à 50 ans. Il faut donner un coup de barre au cours de la prochaine décennie, sinon on va avoir mis tellement de gaz à effet de serre, tellement d'énergie dans l'atmosphère, que ça va être très, très, très difficile d'arrêter ça. Alors, on pourrait en parler encore longtemps, mais évidemment, un des grands problèmes liés au changement climatique, c'est notre dépendance collective au pétrole. Et quand je dis collective, c'est vrai pour le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, la planète. Le pétrole occupe encore aujourd'hui la part du lion du bilan énergétique mondial. C'est la source d'énergie la plus intéressante et nous en sommes tous et toutes très, très, très dépendantes. Alors, il y a 3 ans, Équiterre a fait une étude où on a fait ce propos-là. On a dit pourquoi on n'essaierait pas de libérer le Québec du pétrole d'ici 2030. Ça peut paraître complètement irréaliste et même un peu rêveur. Mais pourtant, on a montré dans ce document-là et dans d'autres documents par la suite comment on pouvait le faire. Comment, dans le secteur des transports, par exemple, on pouvait réduire notre consommation de pétrole de 60 %. Quelles sont les mesures qu'on doit faire au niveau de l'aménagement du territoire, du transport en commun? Au niveau technologique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, avoir des voitures plus efficaces, et ainsi de suite. Et au début, on passait un peu pour une gang de rêveurs, mais dans le cadre de la dernière campagne électorale, le Parti québécois a annoncé s'il était élu gouvernement, qu'il allait adopter un objectif pour réduire la dépendance du pétrole du Québec, la dépendance au pétrole du Québec de 30 % d'ici 2020 et de 60 % d'ici 2030. Alors, ça ressemble drôlement à ce qu'on proposait. Mme Marois est même venue annoncer ça en campagne électorale dans les locaux d'Équiterre au centre-ville de Montréal. Alors, de plus en plus, la classe politique commence à s'intéresser à ces choses-là et commence à comprendre qu'on doit effectivement donner un coup de barre. Nous, on n'a pas inventé ça. Il y a d'autres pays dans le monde qui se sont donné des objectifs comme ça et qui ont commencé à déployer des plans d'action, qui ont adopté des politiques pour faire ça. Alors, évidemment, ça ne peut pas rester juste un vœu pieux, ça ne peut pas rester juste un document. Il faut incarner ça. Il faut qu'on puisse passer à autre chose. Quelques mots sur le pétrole. On en consomme à tous les jours, mais on ne réalise pas beaucoup la place que ça prend. Alors, on consomme à chaque année 30 milliards de barils de pétrole. Donc, à raison de 85 millions de barils par jour. Ça varie un peu à chaque journée, dépendamment de si on est en crise économique et tout ça. Et le problème, c'est que les réserves conventionnelles de pétrole, elles diminuent de plus en plus. Donc, que ce soit dans le Golfe Persique, que ce soit dans la mer du Nord, vous savez, le Québec recevait jusqu'à il n'y a pas très longtemps plus de 50 % de son pétrole des pays européens, donc la Norvège, la Grande-Bretagne, toute cette région-là. En l'espace de 10 ans, la production a baissé dans la mer du Nord de plus de 50 %. Alors évidemment, le Québec, maintenant, on doit aller chercher notre pétrole dans d'autres pays, comme l'Angola en Afrique et le Venezuela, des places où on ne le prenait pas avant. Mais c'est
la diminution rapide des réserves conventionnelles de pétrole qui a conduit, et la demande mondiale qui se maintient, qui a conduit à l'augmentation rapide des prix qu'on a connus au cours des dernières années. Vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres types de pétrole, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Bien, on va y venir. Il faut comprendre que souvent, quand on pense énergie au Québec, on pense hydroélectricité. Et on se dit, bien, nous, on est vert au Québec, puis... et c'est vrai que l'hydroélectricité, ça émet peu de gaz à effet de serre. Ça a des impacts sur l'environnement, mais d'un point de vue gaz à effet de serre, changement climatique, c'est intéressant. Et ça occupe une place importante de notre portefeuille énergétique, presque 40 %. Et regardez ici, il y en a 37,6 qui est le pétrole. Alors, nous sommes une société très dépendante du pétrole, nous aussi, tout comme le reste de l'Amérique du Nord. On n'est pas une société distincte par rapport à ça, on est vraiment beaucoup comme les autres. Alors, je vous parlais donc des autres formes de pétrole, comme le fameux pétrole des sables bitumineux de l'Alberta. Alors, ça a l'air de ça, l'exploitation des sables bitumineux en Alberta. Ça, c'est des lacs d'eau contaminés parce qu'évidemment, le pétrole des sables bitumineux, c'est très difficile à produire. Comment est-ce qu'on fait la différence entre le pétrole conventionnel et non conventionnel? Le pétrole conventionnel, pour faire ça rapide un peu, on creuse un trou et ça finit par sortir. Le pétrole non conventionnel, comme celui des sables bitumineux, bien, c'est d'abord une opération minière. Alors, c'est comme deux opérations industrielles pour un seul produit. Il faut miner les sables bitumineux. Donc, ça prend des camions énormes, des camions de 320, 340 tonnes, qui sortent ça. On creuse jusqu'à peu près 300, 350 pieds. Il faut enlever, évidemment, tout ce qu'il y a au-dessus. Dans le nord de l'Alberta, c'est la forêt boréale. Alors, on enlève tout ça. On appelle ça en anglais, c'est très poétique, on appelle ça du mort-terrain. Alors, ce que la nature a mis des milliers d'années, des dizaines de milliers à bâtir, la forêt boréale, on appelle ça du mort-terrain. On tasse ça, puis là, on creuse jusqu'à 300, 350 pieds. Et là, après ça, il faut acheminer ce sable-là vers des usines où on fait un pré-raffinage pour l'acheminer jusque dans des usines. Les camions versent le sable dans une espèce de grand entonnoir et là, c'est mélangé à de l'eau et des produits chimiques pour commencer la séparation. Parce que le pétrole, il est mélangé avec le sable, alors il faut le séparer. Et les lacs que vous voyez, on a utilisé suffisamment d'eau dans les sables bitumineux depuis qu'on en fait l'exploitation. On en produit à peu près 1 million de barils par jour présentement pour remplir 160 000 piscines olympiques. Certains des lacs d'eau contaminés qu'on retrouve autour des exploitations de sables bitumineux sont visibles de l'espace. Moi, quand je suis allé à la fin des années 90, on était en hélicoptère et je dis au pilote, est-ce qu'on peut aller prendre des photos au-dessus des lacs? Il dit, t'es-tu fou? Il dit, c'est bien trop dangereux. Il y a des explosions de méthane en continu parce qu'il y a encore beaucoup de pétrole, de gaz qui sont contenus là-dedans. Alors, c'est excessivement dangereux, c'est excessivement polluant. Il faut un demi-baril de pétrole en énergie pour produire un baril de pétrole des sables bitumineux. Donc, on a beau dire, on produit 1 million de barils par jour, à la fin de la journée, il nous en reste quand même juste la moitié. Pourquoi? Bien, toute cette énergie-là, bon, imaginez faire un camion de 320, 340 tonnes, ça ne marche pas à l'eau de rose. Les pelles mécaniques qu'on utilise, toute la séparation, l'opération industrielle de séparer ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et selon plusieurs études indépendantes, dont une série d'études que l'Union européenne a fait pour adopter un règlement sur la qualité des carburants, le pétrole issu des sables bitumineux, c'est l'un des plus polluants sur la planète. Ce n'est pas le plus polluant, c'est parmi les 2-3 plus polluants. On fait partie du... Est-ce qu'on a la médaille d'argent ou la médaille de bronze? C'est pas sûr, mais on est dans le top 3. Alors, donc, c'est une source importante et quand on revient au Québec, ça nous coûte très cher, notre dépendance au pétrole. Alors, on a regardé dans notre étude de 2009, dont je vous parlais tout à l'heure avec le ministère des Finances du Québec, le ministère des Ressources naturelles, on a regardé, bon, ça c'est, mettons que le prix est à 100 $ le baril, c'est à peu près où on est présentement. Quand le prix est à 100 $, on en consomme du pétrole au Québec chaque année pour à peu près 18 milliards de dollars. Et là, après ça, nous, on a regardé qu'est-ce qui sort du Québec? Parce qu'évidemment, on ne produit pas de pétrole au Québec. Donc, oui, il y a des stations d'essence, tout ça, mais il y a 2 raffineries, une dans l'est de Montréal, une à Lévis, à Saint-Romuald. Alors, quand on en consomme pour 18 milliards, il en sort à peu près 12 milliards du Québec. Alors, c'est plus de la moitié de notre déficit commercial au Québec qui est lié à notre consommation de pétrole. Si les prix du baril de pétrole devaient revenir à 150 $ comme en 2008, ce que plusieurs prévoient
pour d'ici quelques années, bien là, on en consommerait pour à peu près 28 milliards, et c'est plus de 20 milliards de dollars qui sortiraient de l'État québécois. 20 milliards de dollars, c'est presque le deuxième poste budgétaire le plus important du gouvernement du Québec, celui du ministère de l'Éducation. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de faire autre chose avec nos milliards que de les envoyer à l'extérieur du Québec. De les investir ici pour transformer notre économie, pour transformer le Québec, pour en faire un endroit beaucoup plus propre, beaucoup plus efficace. Il y a d'autres effets néfastes d'un point de vue économique. Il y a un syndrome en économie qu'on appelle le mal hollandais. Le mal hollandais, c'est quoi? C'est quand un pays devient très, très, très dépendant de l'exportation d'une ressource naturelle et que cette ressource naturelle-là gonfle son dollar ou sa monnaie, que ce soit le dollar ou autre chose. On appelle ça le mal hollandais parce qu'on a découvert ce phénomène économique-là dans les Pays-Bas dans les années 70. Là, le prix, la valeur de la monnaie devient intimement liée avec cette ressource naturelle-là qu'on exporte beaucoup. Et c'est ce qui se passe avec le pétrole au Canada depuis une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que plus la valeur du pétrole augmente, plus nos exportations de pétrole augmentent, plus la valeur de notre dollar augmente. Plus la valeur de notre dollar augmente, plus ça fait mal aux entreprises du secteur manufacturier au Québec et en Ontario. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui estiment qu'on a perdu probablement 30 000 emplois au Québec à cause de ça. Donc, ceux et celles qui disent que les sables bitumineux, c'est bon pour l'économie canadienne, je ne suis pas sûr. C'est certainement très bon pour l'économie de l'Alberta. Quoi qu'on voit que ça ne va pas très bien, ils ont un trou de 6 milliards cette année dans leur budget parce que les redevances ne sont pas adéquates, parce qu'ils ont trop misé sur des gains à court terme. Alors, mais en théorie, du moins, c'est bon pour l'économie de l'Alberta puis celle de la Saskatchewan. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas sûr. Certainement pas pour le Québec. Évidemment, on utilise du pétrole, on va continuer d'en utiliser. Je disais qu'on était au Québec très dépendant de cette ressource-là, comme beaucoup d'autres. Au Québec, c'est beaucoup pour nous le secteur des transports. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle qu'on peut mettre en place demain matin, mais si on veut réduire notre dépendance au pétrole, il faut commencer quelque part. Alors, on a plusieurs propositions à faire et on en a fait plusieurs au cours des dernières années, simplement pour vous montrer un peu comment les choses se sont déroulées. Alors, vous voyez donc l'augmentation du parc d'automobiles versus la population et le taux de motorisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on, nous, comme bien d'autres en Amérique du Nord, on achète beaucoup de voitures. Et on se transporte, on les utilise aussi beaucoup. Je ne veux pas passer à travers tout ça, mais on est venu tout à l'heure en covoiturage, on était sur la 640, la 440, je me mélange tout, la 440, et là, on a évidemment découvert la merveilleuse voie réservée pour... et là, un de mes collègues qui était dans la voiture, je ne le nommerai pas, c'est toute une gang de filles, sauf lui et moi. Là, on embarque sur la voie réservée, puis il dit, mais là, ils ne sont pas toutes seuls, ce monde-là, on passait, vous savez, bon, ceux et celles qui ont déjà emprunté la voie réservée. Évidemment, on le voit, le taux d'occupation moyen des voitures, c'est 1,2 personnes. Mais regardez le dernier chiffre ici. Entre 1990 et 2007, la distance totale parcourue par l'ensemble de nos véhicules est passée de 50 à 70 milliards de kilomètres. Pas sur la planète, pas au Canada, au Québec. 70 milliards de kilomètres parcourus à chaque année. Alors, évidemment, il faut trouver des façons de déplacer les gens, de déplacer nos biens en utilisant de moins en moins la voiture. Et on va utiliser encore des voitures, on va revenir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, évidemment, nous, on pense qu'il faut repenser l'aménagement du territoire. On a appuyé la Commission métropolitaine de Montréal l'an passé qui a adopté un plan assez ambitieux pour dire, écoutez, là, on a assez d'espace dans ce qu'on a déjà dézoné, dans ce qui est déjà prévu à la construction d'habitations, prévu au niveau des développements industriels, pour arrêter d'empiéter sur des terres agricoles ou encore ce qui nous reste de forêt dans le sud du Québec. Ça n'a pas été populaire, ce n'est pas tous les maires, toutes les villes, les municipalités qui étaient contentes, mais c'est un pas important. Maintenant, il faut se donner les moyens de faire ça. Il faut investir dans le transport en commun, il faut investir dans les nouvelles technologies. Et l'électrification des transports, pour nous, est un chantier très, très, très important. Imaginez si au lieu de dépenser
2 000 $ par année en moyenne pour vous déplacer dans votre voiture, vous pourriez en déplacer 200, en dépenser 200. Parce que c'est ce que vous coûterait le mode de propulsion électrique. C'est à peu près 1/10 de ce que coûte l'achat de l'essence. Et au lieu d'acheter du pétrole qui viendrait d'un peu partout sur la planète, que ce soit de l'Alberta, que ce soit de la mer du Nord, que ce soit de l'Algérie, là, on achèterait de l'électricité faite au Québec. On encouragerait notre économie, on ferait travailler du monde ici. Il me semble qu'il y a un beau projet de société, là. Évidemment, c'est sans parler de tous les bénéfices environnementaux, de laisser de plus en plus derrière nous le pétrole pour aller vers l'électricité. Ça, c'est un projet d'autobus qu'on appelle par biberonnage. Alors, on veut des autobus électriques, mais on n'est pas certain qu'on veut des fils partout, comme on le voit, par exemple, à Vancouver ou à Toronto pour le tramway. Alors, ces autobus-là se rechargent soit à chaque arrêt d'autobus ou à tous les 2-3 arrêts. Alors, ça permet d'avoir moins d'infrastructures électriques pour la recharge. Les autobus sont plus légères aussi parce qu'on n'a pas besoin de mettre d'aussi grosses batteries puisqu'elles peuvent se recharger en cours de route. Alors, il y a toutes sortes de projets comme ça qui vont voir le jour. Il y a des projets de tramway au Québec. Il y en a un dans la ville de Québec. Il y en a quelques-uns à Montréal. Ça, c'est un des tramways très modernes que Bombardier fait pour plusieurs pays dans le monde. Ça serait le fun que le plus grand fabricant de matériel roulant pour le transport en commun sur la planète, Bombardier, puisse en installer quelques-uns ici. Je ne sais pas moi, 1 ou 2 à Montréal, 1 à Québec, il me semble que ça serait bien. Et évidemment, il va y avoir la voiture électrique, soit l'hybride, soit l'hybride branchable, soit la voiture toute électrique. Ces véhicules-là, il y a à peine 10 ans, c'était un rêve, c'était une lubie des écologistes, ça n'allait pas marcher. Et là, on voit que c'est en train de devenir une réalité. Hydro-Québec, qui pendant des années ne voulait rien savoir de ça, a maintenant un groupe de travail là-dessus, a signé des ententes avec des fabricants d'automobiles, fait des projets pilotes au Québec, on teste des bornes de recharge, on fait un projet pilote avec Communauto à Montréal. C'est en train de vraiment prendre son envol. Et ça va continuer de le faire de plus en plus. Alors, il y a des solutions à notre dépendance au pétrole. Elles ne sont pas des solutions magiques, ça ne va pas se faire tout seul, il faut prendre des décisions, mais on est capable de faire ça. Alors, j'en arrive à la question des projets de pipeline. Donc, je veux vous résumer rapidement l'historique de ça. Alors, en 2008, la compagnie, c'est en 2008 pour la première fois où on entend parler de ce projet-là. Donc, la compagnie Enbridge propose de partir, donc ce sont les champs de sable bitumineux en Alberta ici, propose de partir et d'acheminer le pétrole jusqu'à Sarnia, et là de renverser le flux du pipeline, du pétrole dans le pipeline entre Montréal et Sarnia. Donc présentement, on reçoit du pétrole qui arrive en route de Portland au Maine vers Montréal et ça s'en va vers Sarnia. On veut renverser ça. Et là, l'idée, ce qu'on proposait en 2008, c'était de passer par Montréal et de s'en aller à Portland. Pourquoi s'en aller à Portland? Pourquoi ne pas raffiner le pétrole à Montréal ou à Québec? Bien, c'est pas très compliqué. Il y a un problème aux États-Unis présentement, ici, dans ce coin-là. Presque tous les pipelines de la région arrivent dans une ville qui s'appelle Cushing. Et l'offre de raffinage et l'offre pour rediriger le pétrole, par exemple, vers les raffineries du Texas, ne suffit pas à la demande. Alors, en économie, qu'est-ce qui se passe quand la demande dépasse beaucoup l'offre? Bien, le prix baisse. C'est pour ça qu'il y a deux prix du pétrole présentement. Il y a un prix nord-américain qui est le prix, ce qu'on appelle le WTI, c'est le West Texas Index. Et il y a le prix mondial qui est le prix du Brent, c'est le prix du baril de pétrole de la mer du Nord. Et il y a 20 $ de différence entre les deux à cause de ce problème-là aux États-Unis. Ça veut dire que les pétrolières qui exportent 1 million de barils par jour vers les États-Unis ont 20 $ de moins par baril parce qu'ils ont le prix nord-américain, ils n'ont pas le prix mondial. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent créer des emplois à Montréal ou à Québec? Est-ce qu'ils veulent sécuriser l'apport énergétique en pétrole de l'Est du Canada? Non. Ils veulent 20 $ de plus pour chaque baril qu'ils exportent. Donc, c'est 20 millions de dollars par jour pour les pétrolières qui est en jeu, fois 365 jours. C'est pas 200 jobs à Montréal, à la raffinerie de Suncor, c'est pas 150 jobs à la raffinerie d'Ultramar. Ce sont des peanuts pour eux, ces affaires-là. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Et comment est-ce qu'ils peuvent avoir 20 $ de plus pour chaque baril qu'ils produisent? Bien, ils ont besoin d'avoir accès à un port de mer. Alors, le plus proche et le projet le plus facile, c'est celui de Portland. Ils pourraient l'envoyer peut-être un jour à la raffinerie de St. John's au Nouveau-Brunswick
qu'un port de mer. Ils pourraient l'envoyer à Québec. Il y a même un projet qu'on a lu récemment dans les journaux où on parle de faire venir les très gros bateaux, les Panamax du golfe du Mexique jusqu'à Québec. Ils arriveraient avec du pétrole léger et ils repartiraient avec du pétrole issu des sables bitumineux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la taille de ces bateaux-là. Ils sont immenses, ce sont des méga pétroliers et là on veut commencer à faire circuler ça dans le golfe, et dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Alors ça c'était donc le projet en 2008. Pour pouvoir passer par-dessus les Appalaches, la compagnie Enbridge et ses partenaires, donc ceux qui possèdent le bout de pipeline entre Montréal et Portland, devaient construire une nouvelle station de pompage à Donham. Et la population à Donham s'est rapidement mobilisée et Équiterre a travaillé avec eux, de sorte que pour construire cette nouvelle station de pompage-là, la compagnie avait besoin d'aller devant la Commission de protection du territoire agricole pour demander une exemption. Cette commission-là, en théorie, elle est là pour protéger le territoire agricole québécois. Dans les faits, ce n'est pas évident que c'est ça qu'elle fait. À notre avis, elle donne beaucoup trop souvent des exemptions pour des projets de développement industriel, pour des projets de construction et autres. Et dans les faits, là, effectivement, la compagnie a eu son exemption pour construire sa nouvelle station de pompage pour que le pétrole puisse passer par-dessus les Appalaches et se rendre jusqu'à Portland. Alors, il y a un citoyen de cette ville-là, Stéphane Durand, qui a contesté devant la Commission de protection du territoire agricole, avec la participation d'Équiterre, il a contesté le permis qui a été octroyé à la compagnie. Et il a contesté ça devant le tribunal administratif du Québec. Et le tribunal administratif du Québec, en 2010, a donné raison à M. Durand et à Équiterre. Ils ont dit que la CPTAQ n'a pas fait son travail, elle n'aurait pas dû donner un permis à cette compagnie-là pour la construction de la station de pompage. Alors la compagnie, qui s'appelle Montréal Portland Pipeline, a décidé de porter la cause en appel devant la Cour du Québec. Et en 2011, la Cour du Québec a donné raison au TAC et à Équiterre et à M. Durand en disant que la CPTAQ n'aurait pas dû donner ce permis-là à cette compagnie-là. Alors, le dernier développement, qui date il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que la compagnie, en mars dernier, a décidé de ne pas en appeler de la décision de la Cour du Québec. Est-ce que ça veut dire que le projet est mort? Pas du tout. Ça veut dire qu'ils sont à refaire leur devoir, mais nous, on est convaincus qu'ils vont représenter ce projet-là pour toutes sortes de raisons que j'ai déjà mentionnées. Alors là, on en est où présentement? Bien, l'an passé, en fait, Enbridge a dit on ne veut plus faire le projet Trailbreaker. Ils ont commencé en disant on veut juste renverser un bout de pipeline en Ontario. Alors, il y a eu une cause devant l'Office national de l'énergie où Enbridge disait c'est pas pour le pétrole des sables bitumineux, même s'ils ont demandé à l'Office national de l'énergie, dans cette cause-là, d'avoir la permission de pouvoir faire passer du pétrole des sables bitumineux, mais ils ont dit c'est pour du pétrole léger. Ils ont aussi dit on ne veut pas s'en aller à Montréal. C'est juste pour l'Ontario, cette audience-là. Et là, on est au mois de mai l'an passé. Je suis à London, en Ontario, devant l'Office national de l'énergie. Et, surprise aux surprises, il y a un article de journal dans le Financial Post où Enbridge dit finalement, on veut renverser le pétrole, le pipeline jusqu'à Montréal, et ça pourrait être pour des sables bitumineux. Alors, il y a eu l'audience l'année passée en Ontario, et là, on est rendu ici. Alors là, Enbridge est retourné devant l'Office national de l'énergie. Et ils ont dit, là, on veut renverser de la ville de Sarnia jusqu'à Montréal. L'an passé, c'était entre Westover et Sarnia, en Ontario, pardon. Alors là, c'est le trajet du pipeline présentement, qui passe par Saint-André-de-Planteuil, Mirabel, ici, Laval et ensuite Montréal. Et là, à partir de là, le pipeline appartient à une autre compagnie. Une autre compagnie, Montréal Portland Pipeline, c'est deux pétrolières qui possèdent ça essentiellement. C'est la pétrolière Suncor et Imperial Oil, qui sont parmi les deux plus grands producteurs de sable bitumineux au monde et au Canada. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait des audiences très très bientôt de l'Office national de l'énergie là-dessus. Donc, on l'appelle le projet 9B. Ils appellent cette ligne-là la ligne 9B qui va jusqu'à Montréal. Et il va y avoir des audiences très, très, très bientôt. Il y a un autre projet de pipeline. Ils sont désespérés. Ils les veulent, leurs 20 $ par baril, ces compagnies-là. Et si on les laisse faire, ils vont l'avoir. Alors, il y a une autre compagnie qui s'appelle TransCanada Énergie, qui est une compagnie qui possède un très grand réseau de gazoducs. Donc, des pipelines pour le gaz naturel. Cette compagnie-là vient d'annoncer que
comme il y a un boom des gaz de schiste aux États-Unis et qu'il y a de plus en plus de gaz naturel qui vient du sud, alors qu'avant, ils venaient presque tous de l'ouest, leur pipeline venant de l'ouest ne fonctionne pas beaucoup. Il est à 40% de capacité. Alors, disons, on veut transformer ce pipeline-là, qui transporte du gaz présentement, pour pouvoir transporter des sables bitumineux. Ce pipeline-là viendrait jusqu'à Montréal aussi. En fait, il vient jusqu'à Montréal. Et là, le projet qu'ils ont, c'est de construire un autre pipeline de Montréal jusqu'à la raffinerie d'Irving à St. John's au Nouveau-Brunswick. Alors, il y a un autre. Ce projet-là est moins avancé. Il n'est pas allé encore devant l'Office national de l'énergie. On n'a pas beaucoup de détails. Il y a eu quelques articles dans les journaux jusqu'à maintenant, mais pas d'annonce officielle là-dessus aussi. Mais ça va être un autre projet à surveiller. Alors, je passe maintenant la parole à Geneviève qui va vous parler des enjeux plus locaux par rapport à ces projets. Sur la mobilisation citoyenne dans le cadre du projet de renversement de la ligne 9. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire renversement, qu'est-ce que ça veut dire pour Mascouche, puis c'est quoi les moyens qu'on a d'agir pour stopper ce projet-là. Donc, les risques locaux. Il y a excusez-moi. Le pipeline dont on parle, donc le pipeline de la ligne 9, pour le tronçon, ici à Mascouche, il a été construit en 1975, ce qui fait qu'il y a une quarantaine d'années. Puis, au sud de Montréal, il a été construit en 1950, donc il est encore plus vieux. Qu'est-ce que ça veut dire, un pipeline qui est très vieux? Ça veut dire des risques accrus au niveau de l'environnement et de la santé. Ça, ce que vous voyez, l'image, c'est le déversement de Kalamazoo qui a eu lieu en 2010, qui est un pipeline qui appartient à Enbridge. Il y a eu un déversement de 3,2 millions de litres de pétrole, ce qui représente le plus important déversement en territoire américain. Ça, c'était dans l'État du Michigan, donc pas très loin de l'Ontario. Ce que vous voyez, le graphique, c'est la feuille de route peu valeureuse de Enbridge. Donc, vous voyez les années qui passent et puis le nombre de déversements annuels. Donc, on voit ici qu'il y a une moyenne à peu près de 65 déversements par année de la part d'Enbridge, c'est-à-dire environ un petit peu plus qu'un par semaine. Puis ça, c'est le pipeline qui passe à Mascouche, c'est le pipeline qui passe tout le long du Québec, qui va se rendre à Montréal. On est ici dans un des coins les plus densément peuplés où passe le pipeline. C'est des risques, un, pour l'environnement. Le projet de Kalamazoo que vous avez, qui est représenté par l'image, ça a eu lieu en 2010, puis on est encore en train de ramasser les dégâts que ça a causés. C'est des risques pour la santé aussi. Le pétrole, c'est un pétrole qui est très corrosif, qui contient plusieurs produits chimiques, entre autres du benzène, qui est un élément cancérigène. Puis, pourquoi est-ce qu'on a autant de risques avec le renversement, particulièrement avec le renversement? C'est que c'est un pétrole qui est beaucoup plus lourd, et puis qui est plus corrosif, qui est plus chaud. Et puis, donc, c'est pas simplement le fait de l'inverser qui est le problème, c'est le fait que c'est un pétrole qui est épais comme la mélasse qu'on essaie de pomper à travers des tuyaux qui sont vieux de 40, 50, 60 ans. C'est ça le problème. Mais, tout n'est pas perdu. L'image que vous voyez, donc, c'est le rassemblement du 22 avril 2012. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient... Oui! Donc, merci, mon Dieu. Donc, on était 300 000 personnes rassemblées, qui était le plus important rassemblement pour l'environnement au Québec, peut-être même au Canada, je pense. Donc, c'est super beau de voir que les gens se mettent ensemble puis de voir qu'on peut vraiment changer les choses. Pour le dossier de la ligne 9, on est rendu un an plus tard. Il y a des superbes interventions. Moi, je suis intervenue dans le dossier récemment, là, puis j'entends parler de mobilisation incroyable en Ontario, au Québec, dans le nord-est des États-Unis. Il y a le 26 janvier dernier, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ou qui en ont entendu parler, il y avait un rassemblement à Sutton, qui était une marche. Ouais, super! Qui était une marche pour mobiliser les gens puis pour dire non au sable bitumineux.
Puis c'était en soutien, entre autres, à une grande manifestation qui avait lieu à Portland, donc le port éventuel où pourraient être acheminés les sables bitumineux si le projet d'inversion allait de l'avant. Donc c'était Portland, mais cette journée-là, il y avait une vingtaine, peut-être 25 autres manifestations de soutien tout le long du pipeline, donc pour le renversement, donc de Toronto jusqu'à Portland, en Ontario, dans le nord-est des États-Unis. Donc c'est super de voir comment les citoyens se mettent ensemble, puis qu'il y a vraiment une cohésion entre les gens pour contrer ce projet-là. Là, vous allez me dire, des manifestations, c'est pas nécessairement ça qui va changer le monde, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, puis c'est ça que je trouve absolument formidable avec ce projet-là, c'est que oui, on pense à des multinationales, à des enjeux fédéraux, c'est une juridiction fédérale, donc en théorie, il n'y a pas de BAP, donc d'audience publique pour l'environnement, pour le Québec, mais il y a quand même plein de petits leviers qu'on peut aller chercher, puis qui peuvent changer les choses si tout le monde, on s'y met. Puis on a besoin de beaucoup de jus de bras en ce moment parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Premièrement, il y a toute la question des résolutions municipales. En ce moment, il y a différentes municipalités qui ont déjà voté des résolutions pour bannir les sables bitumineux de leur territoire. Ça s'organise dans le nord-est des États-Unis. Il y en a déjà une dizaine. On travaille à répertorier tout ce qui se fait. Les gens au sud de Montréal, donc, qui ont été très mobilisés par le projet de station de pompage à Donham, dont Steven a parlé, ont adopté plusieurs résolutions, entre autres, pour interdire le passage des sables bitumineux et demander des audiences publiques pour une évaluation environnementale. Il y en a qui vont plus loin. Donc, oui, c'est une bonne chose d'interdire les sables bitumineux, mais il faut aussi se sortir de cette dépendance au pétrole dont Steven a si bien parlé. Puis, il y a des municipalités qui vont jusqu'à avoir adopté une résolution municipale pour se désinvestir du pétrole. C'est-à-dire que les fonds de retraite, par exemple, des municipalités, ou ça pourrait être des MRC ici au Québec, il y a des universités, des collèges aux États-Unis qui travaillent à sortir leur argent, leurs investissements des compagnies pétrolières qui investissent dans les sables bitumineux. Puis ça peut faire pression. Il y a l'Université McGill à Montréal, entre autres, qui travaille sur ce dossier-là. Puis il y a la ville de Burlington, puis de Portland aussi, au Maine, qui ont adopté des résolutions semblables. Il y a toute la question, justement, des pétitions. Équiterre, on en avait lancé une en automne dernier demandant des audiences pour l'environnement, pour d'évaluation environnementale. Malheureusement, c'était adressé au ministre Breton qui a démissionné depuis. Mais pardon? Et il faut recommencer. Oui, voilà. Mais ça se passe super bien. Il y a le comité environnemental aussi à Saint-Césaire qui a lancé une pétition qui va être soutenue par une députée péquiste aussi, qui va être présentée à l'Assemblée nationale. Puis on étudie en ce moment aussi les différentes poignées, les différents leviers juridiques que les municipalités pourraient avoir. Vous avez peut-être entendu parler de la résolution qui a été votée à Gaspé pour interdire l'exploration pétrolière. Puis c'est une résolution qui a été entendue reconnue par le gouvernement québécois. Puis ça a même été salué par la Ville de Montréal. Donc, c'est des gestes qui peuvent paraître comme un symbole, mais on essaie de voir comment est-ce que ça pourrait avoir force de loi éventuellement. Puis il faut se dire aussi que s'il y a une assez grande levée de bouclier, le projet ne pourra pas passer. Si, par exemple, Montréal décidait de passer une résolution, parce que toutes les villes ailleurs aussi sur le pipeline avaient décidé d'interdire le passage des sables bitumineux, c'est sûr que ce serait vraiment plus difficile de faire passer le projet. J'ai plein d'autres choses à vous dire. Je voulais vous mentionner aussi, entre autres, on a parlé des audiences de l'Office national de l'énergie. On a une première date pour une rencontre d'information qui a été annoncée tout récemment
Donc, vous avez l'exclusivité. Donc, dans 3 semaines à Montréal, c'est jeudi le 21. S'il y en a qui veulent avoir plus d'informations sur comment va se dérouler le processus d'audience publique, je pourrais vous donner les coordonnées ou on pourra prendre vos courriels aussi. C'est à l'Hôtel Royal Versailles, donc jeudi le 21. C'est une bonne idée d'aller poser des questions, voir comment ça va se passer. Il va y avoir des représentants de l'Office national de l'énergie aussi pour expliquer un petit peu c'est quoi le projet, c'est quoi les risques environnementaux qu'il pourrait avoir, puis expliquer aussi un petit peu les aspects techniques. Donc, je vais vous dire ça. Je vais laisser mon petit papier. C'est de 18h à 21h, 7200 rue Sherbrooke-Est. Pour ceux qui sont intéressés. Donc, ce n'est pas encore des audiences officielles, donc des audiences fédérales pour entendre les mémoires des citoyens de groupe, mais c'est un premier pas pour être informé. Puis ça, c'est sûr qu'on va vous informer sur les procédures à suivre. On est en train de développer aussi sur notre site Internet une trousse pour accompagner les groupes citoyens, par exemple comme celui de Mascouche, mais d'autres groupes citoyens aussi qui voudraient déposer des mémoires ou faire adopter des résolutions municipales, par exemple. Et puis, on continue le travail aussi de faire des rencontres un petit peu partout sur le trajet du pipeline. Donc, il y a la rencontre ce soir. Il y en a une demain dans l'est de Montréal, près des raffineries. Il y en a une aussi à Saint-Césaire. Il va en avoir une à Tressert-Rédempteur, dans le coin de Rigaud. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait, puis il y a beaucoup d'outils qui sont développés. On espère pouvoir les rendre disponibles très bientôt. Si jamais vous êtes intéressés à soit démarrer, je sais qu'il y a des gens qui viennent un petit peu partout, soit démarrer un groupe de citoyens, vous ne savez pas nécessairement comment vous y prendre. On va prendre vos coordonnées. On va vous transmettre aussi les outils qu'on a mis sur pied. Puis on a des super tracts aussi que vous avez peut-être... Oui. Je vous dire que je vais circuler présentement une feuille comme ça, tout le monde va pouvoir s'inscrire puis recevoir toute l'information pour le projet de la ligne 9. Donc inscrivez simplement votre courriel et votre information. Super. Merci Marie-France. Donc c'est ça, n'hésitez pas, puis si vous avez des questions, venez nous voir, on va en discuter, puis il y a vraiment un super mouvement qui se trame. Je voulais vous laisser avec une petite photo justement du rassemblement à Portland où Équiterre était présent. Et puis où la résolution de Portland a été annoncée, mais c'est plein de gens qui sont super motivés, qui veulent faire quelque chose pour leur communauté, puis qui ont le pouvoir de le faire en posant des petits gestes comme ça, comme vous pouvez le faire sans doute vous aussi. Merci. Alors, la parole est à vous maintenant. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, on a du temps. Mais ça, en fait, son étude porte, par exemple, si on devait exploiter du pétrole dans le golfe du fleuve, le projet d'O'Dary, il ne portait pas sur les problèmes en cas de déversement en sol nord-américain, mais comme Geneviève vous parlait de l'exemple de Kalamazoo. Kalamazoo, c'est un village dans le Michigan de 7400 personnes. On a dû évacuer à peu près 200 familles dans ce village-là. Il y a des gens qui ne sont toujours pas retournés chez eux. 2 ans, en fait presque 3 ans, c'est arrivé à l'été, donc 2 ans et demi après la catastrophe. Imaginez s'il y avait une catastrophe comme ça à Mascouche, ou à Terrebonne, ou dans l'est de Montréal. Ce n'est pas 200 personnes qu'il faudrait évacuer, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et sur cet accident-là, Geneviève vous a montré la feuille de route impressionnante d'Enbridge en matière de déversement, donc plus d'1 par semaine. Il y a eu une enquête d'une commission fédérale des transports sur le déversement de Kalamazoo. Et prenez 5 minutes, faites une recherche sur Internet pour aller lire le résumé, le communiqué de presse c'est une agence fédérale américaine qui dit que Enbridge a une culture négligente par rapport aux questions d'entretien et de sécurité dans ces pipelines. Geneviève vous disait que c'est un peu comme si on voulait faire passer de la menace là où passait du sirop d'érable. Il y a beaucoup de problèmes de pression quand on transporte du pétrole lourd comme celui des sables bitumineux. Et les ingénieurs d'Enbridge, dans leur grande sagesse, quand il y a eu la fuite,
Ils regardaient sur leurs petits écrans, puis là, ils ont vu une baisse de pression dans le pipeline. Puis ça arrive assez régulièrement, parce que le pétrole ne circule pas de façon très fluide. Alors, ils ont pensé que c'était une baisse de pression qui n'était pas due à un accident, qui était juste due aux opérations normales. Alors, ils ont dit, dans ce bout-là, on va augmenter la pression pour que ça passe de façon plus correcte, ça soit plus fluide. Et ils sont partis. Ils ont punché, ils sont partis, ils sont venus le lendemain matin. Alors, ça a coulé pendant à peu près 12, 13, 15 heures avant que la compagnie réalise ce qui se passait. Le pétrole des sables bitumineux est beaucoup plus difficile à nettoyer que le pétrole conventionnel. Geneviève vous le disait, on nettoie encore aujourd'hui, 2 ans après. Au Michigan, on n'est pas là dans un pays en voie de développement, on est aux États-Unis d'Amérique et ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas fini le nettoyage encore. La facture va s'élever à peu près à 700 millions de dollars présentement et c'est pas fini. Alors, j'avais, madame ici, oui. Bien, Lucie Sainte-Marie de Terrebonne. Au conseil de ville de janvier dernier, on a posé la question à M. le maire Robitaille pour avoir son avis, pour savoir ce qu'il pensait du projet de Enbridge. Puis il nous a dit qu'il n'était pas trop au courant. Il pensait avoir peut-être vu quelque chose dans le journal, mais que c'était pas vraiment à lui de s'en occuper. C'était plus le ministère qui s'en occuperait. Puis il verrait là, si jamais il y avait des audiences publiques, on verrait dans ce temps-là. On va demander à aller le rencontrer pour lui présenter le... Ça serait une bonne idée, parce que maintenant... J'ai plusieurs personnes, alors j'ai madame derrière, puis ensuite je vais revenir vers la... Dans le fond, ça me fait plaisir parce que ça fait suite à la question que je vous ai posée. Je me demandais dans l'audience s'il y avait des représentants des municipalités de Mascouche et de Terrebonne qui s'étaient déplacés pour... Vous voulez dire ce soir? Oui, ce soir. Oui, moi. Ben, je fais plus partie de l'opposition. Alors, il y a quelques personnes qui ont levé la main, madame. Alors, j'avais une dame... Beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, allez-y, madame. Oui, bonjour, je suis Martine du Conseil régional de l'environnement de Laval. Je me pose la question, je comprends qu'il faut avoir des comités locaux pour chaque municipalité, mais il n'y a pas aussi un espèce de mouvement qui va faire en sorte que tant que les autres ne feront pas un move, nous, ça ne donne rien qu'on en fasse un. Puis que là, ça stagne un peu, puis qu'on pète un peu dans la cour du voisin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire contre ça, ou on attend, qu'on espère que... Bien, en fait, il y a déjà des municipalités au Québec qui ont adopté des résolutions. Il y a des MRC qui ont fait des demandes. Il y en a 3 qui ont déjà adopté. Il y a à peu près une douzaine, à ce que je sache, de municipalités, surtout au sud de Montréal, qui ont déjà adopté des résolutions. 3 MRC aussi. C'est sûr que c'est une région qui a été beaucoup plus mobilisée suite au dossier de la station de pompage. Mais je pense que ça va en augmentant. Puis, il faut voir aussi du côté du nord-est des États-Unis aussi, il y a comme une vague de résolutions qui s'en vient. C'est pas juste le Québec, c'est vraiment super gros. Puis je pense qu'une résolution, ça coûte rien. Il faut juste sensibiliser les gens, puis les élus aussi à cette question-là. Monsieur? Oui, Normand Loisson de Saint-Eustache. Je reprends à partir de Saint-Placide tantôt, où c'est un petit... Après Saint-Placide, on tombe dans Mirabel, c'est Saint-Benoît. Et Saint-Benoît, c'est juste, le pipeline passe juste au nord du village. Et à 100 mètres de là, il y a une prise, il y a un puits artésien pour alimenter le village de Saint-Benoît. Dans ce secteur-là, on parle Saint-Benoît, Saint-Augustin, Saint-Scolastique, tout ça, il y a toutes les têtes des rivières ou des ruisseaux qui s'en vont dans les rivières, comme la rivière du Chêne à Saint-Eustache, la rivière au Chat, la rivière dans Sainte-Thérèse ou ce coin-là. Tout le bassin versant de la rivière des Mille-Îles, il est coupé par le pipeline. Alors, s'il y a un déversement, tous les déversements vont aller dans les petites rivières. Vont se ramasser dans la rivière des Mille-Îles en passant par le vieux Saint-Eustache, célèbre pour ses choses, mais il y a le vieux Sainte-Thérèse, il y a toutes les municipalités qui aussi s'alimentent en eau de la rivière des Mille-Îles. Alors, on voit l'impact d'un déversement même pas
énorme comme Kalamazoo, mais tout le bassin versant s'en va sur la rivière des Médées. Les points d'eau sont là pour les villes de Saint-Eustache, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère et jusqu'à Repentigny. Alors, juste un effet qu'il faudrait s'associer avec les gens qui s'occupent des bassins versants et de la rivière. Merci beaucoup. Il y avait un monsieur là-bas dans le coin, non? Ça va? Non, c'est parce que je suis conseiller de... Ah, conseiller d'administration. Merci d'être ici. Oui. Monsieur? Alexandre Lepage, Saint-Anne-des-Plaines. Est-ce que la conférence de ce soir, est-ce que c'est vous qui l'avez initiée ou est-ce que vous pouvez aller dans notre ville? Est-ce que vous l'avez refait? N'importe quand. Mais c'est quoi, on vous invite? Exact. C'est gratuit. Ben non, mais dans le sens, est-ce qu'on vous appelle, vous demande, vous venez, puis on... C'est plus Geneviève. Okay. Plus facile à rejoindre que moi, puis elle est plus organisée en plus.